Vous avez 28 ans. La voix de Madame Hawkins a tranché l'air de la gare bondée comme un couteau destiné à tuer. 28 ans, et vous étiez là, à me mentir en pleine face, en me disant que vous en aviez 23. Quelle femme désespérée falsifie son âge pour piéger un mari? Clara ne pouvait plus respirer. Chaque regard à Red Willow la brûlait. Il la jugeait, la condamnait, la détruisait de leur regard. Le contrat qu'elle serrait désespérément il y a quelques minutes gisait maintenant dans la poussière. Il était sous la botte de Madame Hawkins, écrasé comme le dernier espoir de Clara. Mon fils mérite mieux qu'une vieille fille menteuse. Madame Hawkins a continué, son sourire venimeux et satisfait. Prenez le prochain train vers l'Est. Personne ne veut de vous ici. Rejeté, seul, sans valeur. Clara ne s'était jamais sentie aussi anéantie de toute sa vie. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez cette histoire jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Je pourrais ainsi voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Le pire n'était pas le mensonge. Clara savait que cela finirait par se savoir. Le pire, c'était la façon dont Madame Hawkins souriait en la détruisant, comme on écrase un insecte. Cela lui procurait un plaisir sincère. Pensiez-vous que nous n'allions pas vérifier? Madame Hawkins a continué, brandissant un télégramme comme un procureur présentant une preuve. Pensiez-vous que vous pouviez simplement arriver ici et nous tromper sur quelque chose d'aussi fondamental? Henry Hawkins se tenait à côté de sa mère, silencieux. Son visage était rouge de ce qui aurait pu être de la gêne ou de la colère. Clara ne pouvait pas dire. Il ne croisait pas son regard, ne parlait pas. Il restait juste là pendant que sa mère procédait à cette exécution publique. Commença Clara, mais sa voix se brisa. J'avais besoin de travail. J'avais besoin de... Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre l'honnêteté. Le sourire de Madame Hawkins s'élargit. Une femme de votre âge, non mariée, assez désespérée pour mentir sur 5 ans. Sur quoi d'autre avez-vous menti, Mademoiselle Lane? Quelles autres tromperies aviez-vous prévues pour ma famille? Quelqu'un dans la foule a ri. Pas un rire gentil, un rire entendu et satisfait. Un rire qui disait qu'ils avaient soupçonné quelque chose de louche chez Clara dès qu'elle était descendue du train. Les mains de Clara tremblaient. Le contrat, la promesse d'un emploi, d'un nouveau départ, et peut-être de quelque chose de plus avec le discret Henry Hawkins, lui glissa des doigts. Il tomba sur le sol sale de la gare. « Je suis désolé, murmura-t-elle, sans savoir à qui elle s'excusait. « Je suis désolé, je voulais juste... » « Gardez vos excuses pour quelqu'un que ça intéresse. » Madame Hawkins se tourna vers la foule. Que ceci soit une leçon sur le genre de femmes qui répondent aux annonces matrimoniales par correspondance. Désespérée, malhonnête, dangereuse. Dangereuse. Le mot résonnait dans le crâne de Clara alors qu'elle se penchait pour ramasser le contrat tombé. Mais la botte de Madame Hawkins s'abattit dessus en premier. « Laissez ça, » dit la femme plus âgée. « Vous n'avez rien à faire avec ce papier ou cette famille. Le prochain train pour l'Est part dans 2 heures. Je vous suggère d'être à bord. » Clara se redressa lentement, tout son corps tremblant maintenant. Pas de peur, mais de quelque chose de plus brûlant. Quelque chose qui voulait crier, se battre, leur faire comprendre ce que le désespoir signifiait vraiment. Mais elle avait appris il y a longtemps que se battre ne faisait qu'empirer les choses pour les femmes comme elle. Les femmes sans argent, sans famille, sans option. Elle se retourna et traversa la foule qui s'écartait. Chaque pas était comme avancer dans l'eau, lourd, lent et suffocant. Derrière elle, elle entendit Madame Hawkins dire autre chose. Quelque chose qui fit rire plusieurs personnes. Mais Clara se força à ne pas écouter, à ne pas s'en soucier, à ne pas s'effondrer en larmes devant ces étrangers. Ils avaient déjà décidé qu'elle ne valait rien. La pension se trouvait à 3 rues de la gare. Clara compta chaque poste, se concentrant sur l'acte physique de marcher. Elle ne voulait pas penser à ce qui allait suivre. Pas de travail, poste de perspective, à peine assez d'argent pour un billet de train vers l'Est. Et même si elle y retournait, qu'est-ce qui l'attendait là-bas? La même pauvreté, le même jugement, la même certitude écrasante. Être une femme célibataire de 28 ans signifiait être invisible au mieux, méprisée au pire. La tenancière de la pension, une femme mince aux cheveux gris et aux yeux fatigués, jeta à peine un regard à Clara quand elle demanda une chambre. 2 $ par semaine, payés d'avance. Clara compta les pièces avec des mains tremblantes.
Elle regarda ses petites économies disparaître pour une semaine de sécurité. Une semaine pour trouver quoi faire ensuite. La chambre était petite, froide et sentait le vieux tabac. Clara s'assit sur le lit étroit et se laissa enfin pleurer. De grands sanglots déchirants qui semblaient la démolir de l'intérieur. Elle avait été si stupide, si désespérée, si convaincue que mentir sur son âge n'aurait pas d'importance une fois qu'il verrait à quel point elle pouvait travailler dur, à quel point elle pouvait être utile. Mais ça avait eu de l'importance. Ça en avait toujours. Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal et que ses yeux la brûlent. Il ne restait plus rien en elle, sauf le vide. Puis elle s'allongea sur le matelas fin et fixa le plafond taché d'humidité. Elle essayait d'imaginer un avenir qui ne ressemblait pas à une lente suffocation. On frappa à la porte 1 heure plus tard, un coup sec et insistant. Clara se redressa, essuyant ses yeux gonflés. « Oui? Un message pour Mademoiselle Lane. » Elle ouvrit la porte et trouva un jeune garçon lui tendant un morceau de papier plié. Clara le prit, sortit un sou pour le messager et ferma la porte. Elle déplia la note avec des doigts tremblants. « Retrouvez-moi à l'écurie derrière le magasin de Miller. Au coucher du soleil, venez seul. » Été Clara le lut 3 fois, son cœur battant à tout rompre. Été, elle ne connaissait personne dans cette ville, sauf qu'elle se souvint d'un homme à la gare, debout d'une marge de la foule précédant son humiliation. Grand, buriné, avec des yeux qui ne contenaient ni jugement ni pitié, juste de l'observation. Il portait des vêtements de rancher, poussiéreux et pratiques. Et il était parti avant que Mme Hawkins n'ait terminé son spectacle. Cela devait venir de lui. Mais pourquoi? Que pouvait-il bien lui vouloir? La chose intelligente à faire serait de l'ignorer, la chose sûre. Clara avait déjà appris ce qui se passait quand elle faisait confiance à des étrangers au visage aimable et aux promesses. Mais l'intelligence et la sécurité ne l'avaient menée nulle part. Sauf ici, seule dans une chambre froide, sans pas où aller et rien à perdre. Le coucher du soleil arriva à la fois trop vite et trop lentement. Clara enfila sa seule autre robe, essaya de se rendre présentable. Elle marcha jusqu'au magasin de Miller, alors que le ciel virait à l'orange et à l'or. L'écurie derrière le magasin était petite, plus un appentis qu'autre chose. Un homme se tenait dans l'ombre. Alors que Clara approchait, il s'avança dans la lumière mourante. Mademoiselle Lane, il toucha son chapeau. « Merci d'être venue. » De près, il était plus âgé qu'elle ne l'avait pensé, peut-être la quarantaine. Il avait des rides autour des yeux qui parlaient d'années passées à plisser les yeux face au soleil et au vent. Mais ses yeux étaient instables. Et quand il la regarda, Clara ne se sentit pas examinée comme un spécimen sous une loupe. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle. « Eli Thorne. Je possède un ranch à environ 15 miles au nord de la ville. » Il fit une pause. « J'ai vu ce qui s'est passé à la guerre. » Le visage de Clara brûla. « Alors vous savez que je suis une menteuse et une folle désespérée, selon Mme Hawkins. Je sais que vous avez menti sur votre âge. Je sais aussi pourquoi vous l'avez fait. » La voix d'Eli était calme, pragmatique. J'ai assez vu le monde pour reconnaître le désespoir quand il me regarde en face. Si vous êtes venu ici pour me faire la morale, je suis venu vous offrir du travail. Les mots restèrent en suspens entre eux. Clara le fixa, attendant le piège, la condition, le prix qu'elle devrait payer. « Quel genre de travail? » demanda-t-elle prudemment. « J'ai besoin d'aide au ranch, cuisiner, nettoyer, m'occuper des poules et du jardin. Du travail simple, du travail honnête. » Eli changea de pied. « Chambre et pension incluses. 40 $ par mois. 40 $. L'esprit de Clara s'emballa. C'était plus qu'elle n'avait espéré gagner avec la famille Hawkins, et qu'il voulait qu'elle élève pratiquement les futurs enfants d'Henry pour moins que ça. Pourquoi? La question sortit durement. Pourquoi m'offririez-vous quoi que ce soit après ce que vous avez vu? Eli resta silencieux un moment, son regard dérivant vers l'horizon. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. La grippe. Depuis, je me débrouille seul, mais le ranch est trop grand pour une seule personne. J'ai essayé d'embaucher de l'aide en ville, mais... Il laissa sa phrase en suspens. Mais quoi? Mais je ne suis pas populaire à Red Willow non plus. Son sourire était sec. Je ne vais pas à l'église. Je ne participe pas aux événements sociaux de la ville. Je reste dans mon coin, sur mes terres. Les gens ne font pas confiance à ça. Clara comprit. Des marginaux reconnaissant d'autres marginaux.
Qu'est-ce qui vous empêche de me traiter comme Madame Hawkins l'a fait? Demanda-t-elle. Qu'est-ce qui vous empêche de m'utiliser et de me jeter dehors quand je ne serai plus utile? Eli la regarda droit dans les yeux. Rien d'autre que ma parole. Je sais qu'elle ne signifie pas grand-chose pour vous en ce moment, mais je vais le dire quand même. Je vous offre un travail honnête pour un salaire honnête. Rien de plus, rien de moins. Ce que vous faites de cette offre est votre choix. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous ne devriez pas. Sa franchise l'a surpris. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être pire que Madame Hawkins, pire que quiconque vous a blessé avant que vous n'arriviez ici. Mais je ne vous demande pas de me faire confiance, je vous demande si vous voulez le travail. La gorge de Clara se serra. Elle voulait dire oui immédiatement. Elle voulait saisir cette bouée de sauvetage à deux mains. Mais elle avait été si souvent échaudée par des hommes qui disaient une chose et en pensaient une autre. « Je dois y réfléchir, dit-elle. C'est juste. Je serai à l'écurie de louage demain matin à 8 heures. Si vous voulez le poste, retrouvez-moi là-bas avec vos affaires. Sinon, il haussa les épaules. J'espère que vous trouverez quelque chose de mieux. » Il s'éloigna avant que Clara ne puisse répondre. Il disparut dans l'obscurité grandissante comme s'il n'avait jamais été là. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle resta allongée dans son lit, pesant ses options, qui n'en étaient pas vraiment. Retourner à l'Est sans argent et sans perspective. Rester en ville et regarder ses économies disparaître pendant que tout le monde chuchotait sur la menteuse qui avait essayé de piéger le pauvre Henry Hawkins. Ou tenter sa chance avec un étranger qui pourrait être gentil ou cruel, mais qui lui offrait au moins une chance de travailler. À l'aube, elle avait pris cette décision. Elle emballa ses quelques affaires, paya la tenancière pour la nuit et se rendit à l'écurie de louage. Son sac de voyage pesait lourd dans sa main. Eli était là, vérifiant le harnais d'un chariot robuste. Il leva les yeux quand elle approcha, mais son expression ne changea pas. Pas de sourire, pas de jugement, juste une reconnaissance. « Prête? » demanda-t-il. « Oui. » Clara monta sur le siège du chariot avant de pouvoir changer d'avis. « Mais j'ai des conditions. » Ellie haussa un sourcil en s'installant à côté d'elle et en prenant les rênes. « Continuez. Je veux ma propre chambre avec un verrou sur la porte. Je veux que mon salaire soit payé chaque semaine, pas chaque mois. Et si jamais vous me touchez sans ma permission, je pars et j'emporte tout ce que j'ai gagné avec moi. » Les chevaux se mirent en mouvement, les tirant hors de la ville sur la route poussiéreuse vers le nord. « Ces conditions sont acceptables, » dit Ali après un moment. « J'en ajouterai une des miennes. Vous travaillez dur, vous êtes honnête et vous faites votre part. Je me fiche de votre âge, de votre passé ou de ce que Mme Hawkins pense de vous. Ce qui m'importe, c'est de savoir si vous pouvez faire le travail. » Clara hocha la tête, une partie de la tension quittant ses épaules. « Je peux faire le travail, alors nous avons un accord. » Ils roulèrent en silence pendant un moment. La ville disparaissait derrière eux alors que le paysage s'ouvrait sur des collines et des arbres épars. Clara regarda la terre changer, regarda Red Willow s'effacer dans le néant. Elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Un minuscule et fragile battement d'espoir. « Pourquoi m'avez-vous vraiment offert ce travail? » demanda-t-elle finalement. Ali garda les yeux sur la route. « Vous voulez la réponse honnête? Oui. Parce que j'ai vu quelqu'un se faire abattre alors qu'il était déjà à terre, et je me souviens de ce que ça fait. Sa mâchoire se crispa. Et parce que je suis fatigué d'être seul. » L'aveu resta en suspens entre eux, brut et inattendu. Clara étudia son profil, la ligne dure de sa mâchoire, la façon dont ses mains tenaient les rênes avec une compétence facile, la tristesse qui vivait dans le coin de ses yeux. « Je suis fatigué d'être seul, moi aussi, » dit-elle doucement. Eli la regarda alors, et quelque chose changea dans son expression. Pas un sourire, exactement. Plutôt une reconnaissance, comme voir quelqu'un qui comprenait une langue que seuls les solitaires savaient parler. « Eh bien alors, dit-il, peut-être qu'on peut s'entraider avec ça. » Le ranch apparut au sommet de la colline suivante. Une simple maison et une grange entourée de pâturages clôturés. Ce n'était pas grand-chose, Clara avait vu des endroits plus grandioses. Mais c'était propre, solide et réel. Ellie l'aida à descendre du chariot et lui montra une petite chambre près de la cuisine. Elle avait un lit, une commode, une table de toilette et, fidèle à sa parole, un verrou sur la porte. « Je vais vous laisser vous installer, »
dit-il depuis le seuil. Quand vous serez prête, venez me trouver dans la grange, je vous ferai visiter. Clara hocha la tête, posant son sac de voyage sur le lit. Mais avant qu'Eli ne puisse partir, elle l'appela. Monsieur Thorne, il se retourna. Ellie, juste Ellie, Ellie. Elle prit une profonde inspiration. Merci de m'avoir donné une chance. Son expression s'adoucit très légèrement. Tout le monde mérite une seconde chance, mademoiselle Lane. Même les folles désespérées qui mentent sur leur âge. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Puis elle perçut la pointe d'humour dans sa voix et sentit quelque chose d'inattendu. Un rire. Un vrai rire qui bouillonnait de quelque part au fond d'elle, qu'elle croyait mort à cet égard. C'est Clara. Juste Clara. Très bien alors, Clara. Eli toucha son chapeau. Bienvenue au Ranch Thorne. Il partit et Clara s'assit sur le lit, regardant cette petite chambre simple qui était la sienne. Entièrement la sienne, avec un verrou sur la porte et un travail qui pourrait bien être ce qu'il prétendait être. Elle déballa lentement ses affaires, rangeant ses quelques robes et objets personnels. Elle essayait de ne pas trop espérer. L'espoir l'avait déjà déçue. L'espoir l'avait menée à Red Willow et à l'humiliation publique. Mais peut-être, juste peut-être, l'espoir pourrait mener à quelque chose de différent cette fois. Clara trouva Ellie dans la grange 1 heure plus tard, nettoyant les stalles avec une efficacité méthodique. Il ne leva pas les yeux quand elle approcha, il continua simplement à travailler. « Par où voulez-vous que je commence ?» demanda-t-elle. « La cuisine a besoin d'être nettoyée. Je n'ai pas fait la vaisselle depuis 3 jours. » Il fit une pause. « Il y a un poulailler derrière, 6 poules. Il faudra les nourrir et ramasser leurs œufs. » Clara hocha la tête et se tourna pour partir. Oh, ça n'y croit pas partir, mais sa voix l'arrêta. « Clara. » Il la regarda enfin. « Je ne mentais pas sur le fait d'être seul ici. Je ne parle pas beaucoup. Ne vous attendez pas à de la conversation pendant les repas ou à de la compagnie le soir. Je travaille, je mange, je dors. C'est tout. Ça me va très bien, dit-elle, et elle le pensait. La cuisine était pire que 3 jours de vaisselle négligée. C'était un mois de vie de célibataire. Des casseroles incrustées, du marc de café rassis, un sol qui n'avait pas vu un bon nettoyage depuis Dieu sait quand. Clara retroussa ses manches et se mit au travail. Elle se perdit dans le rythme familier de l'eau chaude et du savon, et dans la satisfaction de rendre propre quelque chose de sale. Elle était plongée jusqu'au coude dans la graisse quand elle entendit des voix à l'extérieur. Des voix d'hommes, rudes et fortes. « Thorne sort d'ici. » Clara se figea, ses mains dégoulinant d'eau savonneuse sur le sol. Par la fenêtre, elle vit 3 hommes à cheval s'approcher de la maison. Eli sortit de la grange, sa posture tendue. « Qu'est-ce que vous voulez, Miller? » La voix d'Eli parvint à travers la fenêtre ouverte. « J'ai entendu dire que tu avais recueilli le rebut de Madame Hawkins. » L'homme qui parlait était corpulent, avec un visage rouge et des yeux méchants. « C'est vrai? » L'estomac de Clara se noua. Déjà. Moins d'1 journée s'était écoulée, et déjà la ville savait où elle était allée. « J'ai embauché de l'aide. Ce sont mes affaires, pas les vôtres. » Le ton d'Eli était plat, mais Clara entendit l'avertissement sous-jacent. Ce sont les affaires de tout le monde quand tu amènes une femme de moralité douteuse sur ta propriété. Miller cracha dans la poussière. Ça fait se demander quel genre d'arrangement vous avez tous les deux. Alors les gens peuvent se demander. Eli croisa les bras. Maintenant, partez de mes terres. Nous sommes juste des citoyens concernés, Thorne. Nous veillons aux normes morales de Red Willow. Les normes morales de Red Willow peuvent aller au diable, et vous avec. La voix d'Eli devint dure. C'est ma propriété, mes affaires, mon choix. Et à moins que vous n'ayez une raison légale d'être ici, vous êtes sur une propriété privée. Le visage de Miller s'assombrit. Tu as toujours été trop prétentieux, Thorne. Trop bien pour l'Église. Trop bien pour la ville. Trop bien pour les gens bien. Maintenant, tu t'installes avec une menteuse qui a essayé de piéger le pauvre Henry Hawkins. Clara ne put se retenir. Elle sortit sur le porche, les mains encore mouillées, le cœur battant. « Je ne m'installe avec personne, dit-elle, sa voix tremblante mais claire. Je travaille ici, c'est tout. » Les 3 hommes se tournèrent pour la dévisager. Clara sentit leur jugement comme un poids physique. Mais elle avait déjà été humiliée une fois cette semaine. Elle n'avait plus rien à perdre. « Tu travailles, » répéta Miller avec un rire méchant. « Bien sûr, ma belle, c'est ce qu'elles disent toutes. Ça suffit. » Eli se plaça entre Clara et les hommes à cheval.
Dis un mot de plus sur elle, et je te descends de ce cheval et je te le ferai regretter. La menace flotta dans l'air. Les compagnons de Miller s'agitèrent nerveusement, leurs chevaux sentant la tension. Tu fais une erreur, Thorne, dit finalement Miller. Retiens bien mes paroles. Ils s'éloignèrent, mais leur rire résonna à travers le pâturage. Clara resta sur le porche, tout son corps tremblant de colère, de honte et d'autres choses. De la gratitude. Eli l'avait défendue sans demander si elle le méritait. Je suis désolé, dit-elle quand les cavaliers disparurent. Je ne voulais pas causer de problème. Il se tourna pour la regarder, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas ta faute. Mahler cherche une excuse pour m'embêter depuis des années. Tu es juste pratique. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'existe. La mâchoire d'Élie se crispa. Je ne m'incline pas devant son importance au magasin général. Je ne ris pas à ses blagues et je ne suis pas d'accord avec ses opinions. C'est suffisant pour des hommes comme lui. Clara comprenait trop bien cela. Ne pas se conformer était un crime en soi. Ils vont te rendre la vie difficile maintenant, dit-elle doucement, à cause de moi. Elle était déjà difficile. Eli se dirigea vers la grange. Retourne au travail, Clara. Ne les laisse pas gagner en te faisant peur. Mais Clara avait peur. Peur de ce que Miller dirait en ville. Peur des histoires qui se répandraient. Peur d'avoir trouvé un petit havre de paix pour se le faire arracher à nouveau. Les poules se moquaient de sa peur. Elles caquetaient, picoraient et réclamaient leur nourriture avec une concentration unique. Clara dispersa les grains et ramassa les œufs. Elle essayait de se concentrer sur les tâches simples plutôt que sur le désordre compliqué qu'était devenu sa vie. Ce soir-là, Eli cuisina du bœuf dur et des haricots trop cuits que Clara avala sans se plaindre. Ils mangèrent en silence aux extrémités opposées de la petite table de la cuisine. « Demain, tu devras aller en ville pour des provisions, » dit finalement Eli. La fourchette de Clara tomba bruyamment contre son assiette. « Quoi? Nous avons besoin de farine, de sucre, de café et d'autres choses. » Il poussa une liste sur la table. « Prends le chariot. Je te donnerai de l'argent. Je ne peux pas aller en ville. » La panique dans sa voix était évidente. « Pas après. Tu peux et tu le feras. » Le ton d'Eli était ferme. Parce que si tu te caches, si tu agis comme si tu avais honte, ils gagnent. Ils contrôlent ta vie. Ils décident où tu peux aller et ce que tu peux faire. C'est ce que tu veux? Non. Alors tu vas en ville, tu achètes les provisions et tu gardes la tête haute pendant que tu le fais. Il se leva, portant son assiette à l'évier. Je ne te forcerai pas, mais je ne laisserai pas la peur faire de toi une prisonnière non plus. Clara fixa la liste, les mains tremblantes. Il avait raison, elle savait qu'il avait raison. Mais savoir quelque chose et avoir le courage de le faire étaient deux choses très différentes. Le lendemain matin arriva trop vite. Eli l'aida à atteler le chariot, lui donna une petite bourse d'argent et recula. « Va directement au magasin de Miller, prendre les provisions et reviens tout de suite, » dit-il. « Ne réponds pas si les gens disent des choses. Ne te défende pas. Fais juste ce que tu es venu faire et pars. » Clara hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Le trajet vers la ville ressemblait à une marche vers sa propre exécution. Chaque tour de roue du chariot la rapprochait des chuchotements, des regards, du jugement. Mais elle continua, parce que Eli avait raison. Se cacher ne ferait qu'empirer les choses. Le magasin général de Miller se trouvait au centre de la ville, impossible à éviter. Clara attacha le cheval et se força à franchir la porte. La cloche au-dessus annonça son arrivée comme une sonnette d'alarme. Le magasin devint silencieux. Chaque personne à l'intérieur, 3 femmes examinant du tissu, un vieil homme achetant du tabac, Miller lui-même derrière le comptoir, se tourna pour la dévisager. « Tiens, tiens, » dit Miller, sa voix dégoulinant d'une fausse politesse. « Mademoiselle Lane, quelle surprise! » Clara sortit la liste avec des mains tremblantes. « J'ai besoin de ces provisions. » « Vraiment? » Miller ne fit aucun mouvement pour l'aider. « Et est-ce que M. Thorne sait que vous êtes ici à dépenser son argent? Il m'a envoyé. » Clara garda sa voix stable. « Il m'a donné une liste. » Une des femmes chuchota quelque chose à sa compagne et elles rirent toutes les deux. Des rires aigus et cruels qui firent rougir le visage de Clara. « Je vais devoir voir l'argent d'abord, » dit Miller. « Je ne peux pas faire crédit à quelqu'un avec votre réputation. » Clara compta les pièces sur le comptoir, chacune étant une petite défaite. Miller les examina lentement, la faisant délibérément attendre. « Lucille, » appela-t-il l'une des femmes, « aidez Mademoiselle Lane à rassembler ses provisions.
On ne voudrait pas qu'elle se promène sans surveillance dans le magasin. La femme nommée Lucille s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bien sûr, on n'est jamais trop prudent de nos jours. Elles se déplacèrent dans le magasin. Lucille faisait de petits commentaires sur chaque article. Du sucre. Je suppose que Monsieur Thorne a un faible pour les sucreries maintenant. Du café. Ça le tient éveillé tard, n'est-ce pas? Chaque insinuation était livrée avec une douceur empoisonnée. Clara serra les dents et ne dit rien, comme Eli le lui avait conseillé. Ne pas répondre, ne pas se défendre, juste prendre les provisions et partir. Mais alors qu'elles atteignaient le comptoir pour payer, Madame Hawkins elle-même entra. La femme plus âgée s'arrêta net en voyant Clara. Son expression passa de la surprise à la fureur en un instant. Vous, la voix de Madame Hawkins aurait pu geler l'eau. Vous avez l'audace de montrer votre visage dans cette ville. Les mains de Clara se crispèrent autour du sac de farine qu'elle tenait. Je viens juste acheter des provisions. Pour votre amant, je présume. Madame Hawkins se rapprocha. Sait-il quel genre de femme vous êtes vraiment? Sait-il que vous direz n'importe quoi, ferez n'importe quoi pour avoir un toit sur la tête? Madame Hawkins, commença Miller, mais la femme le coupa. Non, il faut que ce soit dit. Elle se retourna vers Clara. J'ai sauvé mon fils de vos manigances, mais Eli Thorne est un imbécile s'il pense que vous n'essayerez pas les mêmes tours avec lui. Quelque chose en Clara se brisa. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, juste la rupture silencieuse du dernier fil de patience qu'elle retenait. Votre fils, dit-elle doucement, ne voulait pas de moi de toute façon. Il avait l'air soulagé quand vous m'avez traité de menteuse. Soulagé d'avoir une excuse pour ne pas épouser quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré et ne voulait pas. Le visage de Madame Hawkins devint violet. Comment osez-vous? Vous vouliez une poulinière, continua Clara, sa voix se renforçant. Quelqu'un d'assez jeune pour vous donner des petites enfants, d'assez obéissante pour ne pas remettre en question votre contrôle sur sa vie. C'est pour ça que l'âge importait tant. Pas parce que j'ai menti, mais parce que je n'étais plus utile. Le magasin était devenu complètement silencieux. Même Miller avait l'air choqué. « Vous êtes venu ici pour utiliser mon fils », commença Madame Hawkins. « Je suis venu ici désespéré et prête à travailler dur pour une chance d'avoir une vie décente. » Clara posa soigneusement la farine. « Oui, j'ai menti sur mon âge. C'était mal. Mais vous aussi, vous avez menti dans cette annonce que vous avez publiée. Vous vouliez une femme pour Henry, mais ce que vous vouliez vraiment, c'était une servante que vous pourriez contrôler par le mariage. Au moins, j'ai été honnête sur mon besoin de travailler. » Madame Hawkins leva la main, et un instant, Clara pensa que la femme allait la frapper. Mais une voix depuis le seuil arrêta tout. « Touchez-la et vous aurez affaire à moi. » Eli se tenait à l'entrée, sa présence remplissant le petit magasin. Clara ne l'avait pas entendu arriver, ne savait pas depuis combien de temps il écoutait. Monsieur Thorne, Madame Hawkins baissa la main, mais garda sa voix venimeuse. « Vous venez défendre votre... » « Attention, dit Eli, sa voix d'une quiétude mortelle. J'ai toléré beaucoup de choses de cette ville, mais traitez-la encore de ça, et il y aura des conséquences. Des conséquences, Madame Hawkins rit. Qu'allez-vous faire? Vous n'êtes qu'un ermite qui vit en sursis. Ce ranch va faire fâchérite. Et alors, où serez-vous? Où sera-t-elle? Eli se plaça à côté de Clara, sa présence solide et rassurante. Miller, faites le total de ses provisions. Nous partons. Je ne pense pas que, commença Miller. Je me fiche de ce que vous pensez. Faites le total des provisions. Le ton tranchant d'Eli fit bouger Miller. Il calcula rapidement, prit l'argent et poussa les provisions sur le comptoir. Eli rassembla les sacs d'un bras et prit le coude de Clara de l'autre, la guidant vers la porte. Mais avant de partir, il se retourna vers Madame Hawkins. « Vous voulez savoir quel genre de femme est Clara? » demanda-t-il. « C'est le genre de femme qui travaille plus dur en un jour que votre fils n'a travaillé de toute sa vie. C'est le genre de femme qui n'a pas besoin de mensonges ou de manipulations pour gagner sa vie. Et c'est le genre de femme qui mérite mieux qu'une ville pleine d'hypocrites qui la jugent pour des péchés qu'ils commettent chaque dimanche, assis sur les bancs de l'église. » Il poussa la porte et Clara sortit en titubant dans la lumière du soleil. Son corps entier tremblait d'adrénaline, de choc et de quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Ali chargea les provisions dans le chariot en silence. Quand tout fut sécurisé, il aida Clara à monter sur le siège et grimpa à côté d'elle. «
Je t'avais dit de ne pas répondre, dit-il alors qu'il se mettait en route. Je sais. Je suis désolé. Je voulais juste... Ne t'excuse pas. Il la regarda et Clara vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là avant. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. Tu t'es défendu. Il a fallu du courage. Les yeux de Clara piquèrent de larmes inattendues. Il me déteste. Il déteste tous ceux qui ne correspondent pas à leur vision étroite de la vie. Les mains d'Élise se crispèrent sur les rênes. Ça fait 3 ans que je gère ça. On apprend à ne plus s'en soucier. Vraiment? Demanda Clara. Tu ne t'en soucies plus? Eli resta silencieux un long moment. Non, admit-il finalement. Mais on apprend à vivre avec quand même. Ils roulèrent en silence pendant un moment, laissant Red Willow derrière eux une fois de plus. Clara se sentait épuisée, comme si elle avait traversé un combat physique plutôt qu'une simple altercation verbale. « Pourquoi es-tu venue au magasin? » demanda-t-elle finalement. « Tu avais dit que je devais y aller seule. »« C'est vrai, et tu l'as fait. » Eli garda les yeux sur la route. « Mais j'ai suivi quand même. Je voulais m'assurer que tu étais en sécurité. Tu ne me fais pas confiance pour me débrouiller. Je ne leur fais pas confiance pour ne pas te faire de mal. » Sa mâchoire se crispa. Il y a une différence. Clara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une chaleur à laquelle elle ne s'attendait pas, à laquelle elle ne s'était pas préparée. Cet homme qui parlait à peine, qui gardait tout le monde à distance, l'avait suivie en ville pour la protéger. Pas parce qu'il la pensait faible, mais parce qu'il savait que la ville était cruelle. « Merci, dit-elle doucement. » Eli hocha simplement la tête, mais ses épaules se détendirent légèrement, comme s'il avait retenu une tension qu'il pouvait enfin relâcher. De retour au ranch, Clara se jeta dans le travail avec une détermination renouvelée. Elle nettoya chaque surface de cette cuisine jusqu'à ce qu'elle brille. Elle organisa le garde-manger, raccommoda les rideaux déchirés, balaya le porche. N'importe quoi pour continuer à bouger, pour prouver qu'elle valait les ennuis qu'Ellie s'était donnés en l'embauchant. Ce soir-là, elle prépara le dîner. Un vrai dîner. Pas la tambouille de célibataire dont Eli avait survécu. Du poulet rôti aux herbes, des biscuits dorés et feuilletés, des haricots verts du jardin mijotés avec du bacon. Eli fixa son assiette quand elle la posa devant lui. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda Clara, craignant soudain d'avoir outrepassé ses droits. « Rien ne va pas. » Sa voix semblait étrange. « C'est juste que je n'ai pas eu un repas comme ça depuis la mort de ma femme. » L'aveu resta en suspens entre eux, lourd de deuil et de souvenirs. Clara s'assit en face de lui, ne sachant que dire. « C'était une bonne cuisinière? » demanda-t-elle finalement. « La meilleure. » Eli prit sa fourchette. Elle pouvait donner à n'importe quoi le goût d'un festin. Elle faisait de cette maison un foyer. Clara entendit ce qu'il ne disait pas. Que lorsque sa femme est morte, le foyer est mort avec elle. Qu'il vivait dans une coquille de maison, accomplissant les gestes, survivant mais ne vivant pas. « Je n'essaie pas de la remplacer, » dit Clara prudemment. « Je fais juste mon travail. Je sais. » Ellie prit une bouchée, mâcha lentement. « Mais c'est quand même. C'est agréable d'avoir quelqu'un d'autre ici, de ne pas manger seul tous les soirs. » Ils mangèrent en silence après ça, mais c'était un silence différent d'avant. Moins solitaire, plus comme 2 personnes partageant un espace au lieu de 2 personnes occupant le même vide. Après le dîner, Clara fit la vaisselle pendant qu'Eli, assis à table, réparait une bride. Le calme domestique semblait presque paisible, jusqu'à ce qu'une pierre traverse la fenêtre de la cuisine, brisant le verre sur le sol. Clara cria et sursauta. Eli fut sur pied en un instant, courant vers la fenêtre brisée et scrutant l'obscurité. « Lâche !» cria-t-il dans la nuit. « Montrez-vous, pas de réponse. Juste le bruit de chevaux galopant au loin dans l'obscurité. » Eli se retourna vers Clara, qui se tenait figée. Ses mains saignaient de petites coupures, là où des éclats de verre l'avaient touché. « Laisse-moi voir, dit-il, prenant doucement ses mains. » Son toucher était prudent, clinique, alors qu'il examinait les coupures. Pas profondes, elles guériront bien. Il la conduisit à la table, prit un chiffon propre et de l'eau, nettoyant chaque coupure avec des mains stables. Clara regardait son visage pendant qu'il travaillait. La concentration, la douceur, la colère à peine contenue. « C'est de ma faute, » murmura-t-elle. « Ils ont fait ça à cause de moi. Ils ont fait ça parce que ce sont des brutes qui se cachent dans le noir et jettent des pierres. » Eli pensa soigneusement ses mains. « Ce n'est pas ta faute, Clara.
Ne les laisse pas te faire croire que leur cruauté est en quelque sorte ta responsabilité. Mais Clara ne pouvait pas se défaire de la culpabilité. La certitude que sa présence avait apporté la violence dans ce lieu tranquille. Peut-être que je devrais partir. Retourner à l'Est, trouver un autre endroit. C'est ce que tu veux? Demanda Eli, ses yeux rencontrant les siens. Non. La vérité sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Mais je ne veux pas non plus détruire le peu de paix que tu as. Tu n'as rien détruit. Ses mains tenaient toujours les siennes, chaudes et solides. Tu as amélioré les choses. Une maison propre, de la bonne nourriture, quelqu'un à qui parler. Ça vaut plus qu'une fenêtre cassée, vraiment. La voix de Clara se brisa. Ça vaut la peine qu'il te déteste, qu'il te cible, qu'il te rende la vie plus difficile. Eli resta silencieux un long moment. Puis il dit quelque chose qui changea tout. Oui, parce que pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas l'impression d'attendre simplement la mort. Clara ne put dormir cette nuit-là. Chaque bruit la faisait sursauter. Le vent contre la maison, une branche grattant le toit, le craquement du vieux bois. Elle revoyait sans cesse cette pierre traverser la fenêtre, sentait la piqûre du ver sur sa peau. Vers minuit, elle abandonna et alla à la cuisine, faisant attention d'éviter les éclats de verre qu'Ellie avait balayés en un temps. Elle allumait une lampe quand elle entendit des pas derrière elle. « Tu ne dors pas non plus. » La voix d'Eli était rauque de fatigue. Clara se retourna et le trouva debout dans l'embrasure de la porte, les cheveux en désordre, sa chemise déboutonnée. « Je n'arrête pas de penser qu'ils vont revenir. Ils ne reviendront pas. Pas ce soir. » Il entra dans la cuisine et commença à faire du café. Les lâches qui jettent des pierres n'ont pas le cran pour une vraie confrontation. Tu n'en sais rien. Je connais les hommes comme Miller. Beaucoup de vente et de méchanceté, mais pas de vrai courage. Eli versa de l'eau dans la cafetière. Ils veulent te faire peur pour que tu partes. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Clara s'enlaça les bras. Qu'est-ce que ta femme pensait du fait que la ville te détestait? Les mains d'Eli s'immobilisèrent sur la cafetière. Un long moment, Clara pensa qu'il ne répondrait pas. Elle détestait ça, dit-il finalement. Elle a essayé pendant des années de faire la paix avec eux. Elle allait à l'église même si je n'y allais pas. Elle se portait volontaire pour les événements de la ville. Elle souriait et faisait semblant que leur froideur ne la blessait pas. Sa voix devint rauque. Ça l'a tuée d'une certaine manière. Tous tes efforts pour être accepté. Tous tes efforts pour appartenir à un endroit qui ne voulait pas d'elle. La grippe l'a tuée, dit doucement Clara. La grippe a achevé ce que la solitude avait commencé. Eli se tourna vers elle, ses yeux sombres de vieille douleur. Elle est morte en se sentant comme une ratée parce qu'elle n'a pas pu faire en sorte que cette ville nous aime. Et moi, sa voix se brisa. Je l'ai laissé porter ce fardeau seul parce que j'étais trop fier pour me soucier de ce qu'il pensait. Clara s'approcha de lui sans réfléchir, posant sa main bandée sur son bras. « Ce n'était pas ta faute, n'est-ce pas? » Il baissa les yeux sur sa main. « J'ai choisi cet isolement. J'ai choisi de me tenir à l'écart. Elle a payé le prix de mes choix. »« Elle t'a choisi, toi, » dit Clara. C'était sa décision, son choix. Les yeux d'Élie rencontrèrent les siens et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance de deuil partagé, de culpabilité partagée, de compréhension partagée de ce que signifiait porter des regrets. « Je ne te laisserai pas payer ce prix, toi aussi, » dit-il doucement. « Si ça s'aggrave, s'ils vont au-delà des fenêtres cassées, je veux que tu partes. Va quelque part en sécurité et t'abandonner. » Clara secoua la tête. « Non, je ne fuis plus, Clara. J'ai fui toute ma vie, Eli. Fui la pauvreté, le jugement, chaque endroit qui a décidé que je n'étais pas assez bien. Je suis fatigué de fuir. » Elle serra son bras. « Qu'ils me détestent, qu'ils jettent leurs pierres. Je reste. » Eli étudia son visage, cherchant quelque chose. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord, mais nous faisons ça ensemble. Plus question de les affronter seuls. »« Ensemble, » acquiesça Clara. Le café déborda, sifflant sur la cuisinière chaude, et ils sursautèrent tous les deux. Le moment était rompu. Mais quelque chose avait changé. Une ligne invisible avait été franchie. Ils burent du café en silence alors que l'aube se glissait par la fenêtre brisée. Aucun d'eux ne reconnaissait qu'ils étaient assis plus près que nécessaire, que leurs mains se frôlaient parfois sur la table, que la solitude dont Eli avait parlé semblait moins écrasante avec quelqu'un d'autre éveillé dans l'obscurité. Le matin amena une visiteuse.
Pas la foule en colère à laquelle Clara s'attendait à moitié, mais une femme à cheval qui s'approcha de la maison comme si le monde lui appartenait. Clara regarda depuis le porche et Eli sortir à sa rencontre. La femme était belle, d'une beauté dure et polie. Des cheveux sombres parfaitement épinglés, des vêtements d'équitation sur mesure et chers, un visage qui connaissait son propre pouvoir. Eli Thorne, dit la femme, descendant de cheval avec une grâce étudiée. Ça fait longtemps. Pas assez longtemps, Victoria. La voix d'Eli était plate. Que veux-tu? J'ai entendu dire que tu avais recueilli une égarée. Les yeux de Victoria trouvèrent une Clara sur le porche. Quelle charité de ta part! L'estomac de Clara se tordit. Cette femme connaissait Eli. Elle le connaissait assez bien pour venir sur sa propriété sans y être invitée, pour lui parler avec un mépris familier. Dis ce que tu as à dire ou pas, dit Eli. Victoria sourit, un sourire acéré et entendu. Je suis ici pour te faire une offre. Une offre généreuse considérant la situation. Je ne vends pas le ranch. Oh, je pense que tu le feras. Victoria sortit un document plié de sa sacoche. Surtout quand tu verras ce que j'ai apporté. Eli prit le papier, son visage pâlissant à mesure qu'il lisait. Clara vit sa mâchoire se serrer, ses mains se crisper, jusqu'à ce que le papier se froisse. C'est un mensonge, dit-il, sa voix d'une quiétude mortelle. Vraiment, le sourire de Victoria s'élargit. La banque ne semble pas le penser. 3 mois de retard sur tes paiements hypothécaires. Une dette assez conséquente. J'ai fait ces paiements. Chacun d'entre eux. Peux-tu le prouver? Victoria pencha la tête. Parce que j'ai des documents ici qui disent le contraire. Et mon père, qui se trouve être le propriétaire de la banque, est très soucieux de récupérer son investissement. Clara sentit le sang quitter son visage. Le père de cette femme possédait la banque. Cette femme avait du pouvoir. Un vrai pouvoir. Le genre qui pouvait tout détruire. Que veux-tu? La voix d'Eli tremblait d'une rage à peine contenue. Je veux ce que j'ai toujours voulu. Cette terre. Mon père veut son argent. Vende-moi à un prix juste et la dette disparaît. Refuse et tu perdras tout dans une saisie. Les yeux de Victoria glissèrent vers Clara. Bien sûr, tu pourrais toujours demander à ta nouvelle compagne de t'aider. Je suis sûr qu'elle a de l'expérience pour soutirer de l'argent aux hommes désespérés. Clara descendit du porche avant de pouvoir se retenir. Comment osez-vous? Clara, non. L'avertissement d'Eli arriva trop tard. Oh, elle parle, dit Victoria avec un plaisir fin. Dis-moi, ma chère, combien te paye-t-il? Parce que quoi que ce soit, ce ne sera pas assez une fois qu'il aura perdu ce ranch. Je travaille ici, c'est tout. La voix de Clara tremblait. Bien sûr que tu travailles. Le rire de Victoria était cruel. Tout comme tu travaillais pour le fils de Madame Hawkins, n'est-ce pas? Oh oui, toute la ville est au courant pour toi. La vieille femme désespérée qui a menti sur son âge pour piéger un mari. Qu'est-ce que ça fait d'être le scandale préféré de Red Willow? Sors de ma propriété, dit Eli, se plaçant entre Clara et Victoria. Maintenant, je te donne une semaine pour considérer mon offre. Victoria monta sur son cheval avec une grâce fluide. Après ça, je dépose les papiers de saisie. C'est ton choix, Eli. Vends-moi avec dignité ou perds tout à la banque. Elle regarda Clara une dernière fois. Et tu devrais peut-être reconsidérer tes options d'emploi, ma chère. Un navire qui coule n'est pas un endroit pour les femmes désespérées. Elle s'éloigna, laissant la poussière et les menaces en suspens dans l'air. Eli resta figé, les documents froissés toujours à la main. Clara le regarda, vit la défaite s'insinuer dans ses épaules, le désespoir qu'il essayait de cacher. « Hailey, dit-elle doucement, je dois vérifier quelque chose. » Il se dirigea d'un pas sec et coléreux vers la maison. Clara le suivit à l'intérieur, le regardant sortir une boîte en bois de sous son lit. Une boîte pleine de papiers, de reçus, de documents. Il les étala sur la table de la cuisine, ses mains tremblant alors qu'il triait des années de comptabilité minutieuse. Clara l'aida à organiser, lisant les dates et les montants, essayant de trouver la preuve des paiements que Victoria prétendait ne pas exister. Ici, Eli brandit un reçu, le paiement de mai. Et voici juin, juillet, août. Il continua à sortir des papiers, sa voix devenant plus désespérée. « J'ai la preuve. J'ai tout. Alors pourquoi la banque prétendrait-elle le contraire? » demanda Clara. Le visage d'Eli s'assombrit. Parce que le père de Victoria ferait n'importe quoi pour sa fille, y compris falsifier des dossiers. Peut-il faire ça? Juste mentir comme ça? Il possède la banque. Il peut faire ce qu'il veut. Eli s'effondra sur une chaise.
J'aurais dû le voir venir. Victoria veut cette terre depuis avant la mort de ma femme. Le ranch de son père borde le mien sur 3 côtés. Cette propriété est la seule chose qui l'empêche de contrôler toute la vallée. Clara s'assit en face de lui. Alors nous nous battons. Nous apportons ces reçus à un avocat. Nous prouvons que tu as payé. Avec quel argent? Eli rit amèrement. Les avocats coûtent de l'argent que je n'ai pas. Et même si je pouvais m'en payer un, tu penses qu'un avocat de Red Willow irait contre le père de Victoria? Il possède la moitié de la ville, alors nous allons ailleurs. Trouvons un avocat dans une autre ville. Clara. La voix d'Eli était douce mais finale. Je vais perdre ce ranch. Ce n'est qu'une question de temps. La défaite dans sa voix brisa quelque chose en Clara. Cet homme qui lui avait donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait, qui l'avait défendu contre la cruauté de la ville, qui s'était interposé entre elle et le venin de Victoria. Il abandonnait. Non, dit-elle fermement. Eli leva les yeux, surpris. Non, répéta Clara. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Pas après tout ce que tu as dit hier soir sur le fait de ne plus attendre la mort. Pas après m'avoir dit d'arrêter de fuir. C'est différent. En quoi? En quoi est-ce que différent de moi affrontant Madame Hawkins? De moi entrant dans ce magasin alors que j'étais terrifié. Clara se pencha en avant. Tu m'as dit de ne pas les laisser gagner. Eh bien, je te dis la même chose. Ne laisse pas Victoria gagner. Elle a tout le pouvoir. Madame Hawkins aussi. Miller aussi. Tout le monde dans cette ville maudite aussi. La voix de Clara s'éleva. Mais ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire et qu'on meurt. Ça ne veut pas dire qu'on leur facilite la tâche. Eli la fixa, quelque chose changeant dans son expression. Que suggères-tu? Je ne sais pas encore, mais il doit y avoir quelque chose, un moyen de se défendre. Clara attrapa la pile de reçus. Nous avons des preuves. Ça doit bien compter pour quelque chose. Peut-être. Eli n'avait pas l'air convaincu, mais il n'argumentait plus non plus. Ils passèrent le reste de la matinée à organiser les documents, créant une chronologie des paiements, construisant un dossier, même si aucun d'eux ne savait ce qu'ils en feraient. Le travail semblait futile, comme arranger les chaises longues sur un navire qui coule. Mais c'était mieux que de rester les bras croisés pendant que l'échéance de Victoria approchait. Vers midi, un autre visiteur arriva. Cette fois, le shérif, un homme buriné d'une 50aine d'années, avec une étoile épinglée à son gilet et le doute écrit sur son visage. « Monsieur Thorne, dit-il en retirant son chapeau, je dois vous parler d'un incident de la nuit dernière. Quelqu'un a jeté une pierre à travers ma fenêtre, dit Eli platement. Le verre a éclaté, a coupé les mains de Mademoiselle Lane. Les yeux du shérif se posèrent sur Clara, debout dans l'embrasure de la porte, ses mains bandées bien visibles. Vous portez plainte? Je porte plainte maintenant, avec vous comme témoin. Le shérif se sentit mal à l'aise. Le fait est, Monsieur Thorne, que j'entends des préoccupations de la part des habitants. Des préoccupations concernant la bienséance de votre situation de vie ici. Le visage de Clara rougit de colère et de honte. Que dites-vous, shérif? La voix d'Eli devint dangereuse. Je dis que les gens s'inquiètent des apparences, d'une femme célibataire vivant seule avec un homme célibataire. Le shérif n'osait pas les regarder dans les yeux. Ça crée des rumeurs, ça crée des problèmes. Alors, vous êtes ici pour enquêter sur des fenêtres cassées ou pour juger de la façon dont je gère ma maison? Eli s'avança. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de loi contre l'embauche d'aide. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, non. Mais il n'y a pas non plus de loi qui dit que je dois enquêter sur chaque fenêtre cassée en ville. Le shérif remit son chapeau. Je pensais juste que vous devriez savoir que certains disent que vous avez peut-être provoqué cela. En faisant venir une femme de réputation douteuse, en bafouant les conventions. Sortez. La voix d'Eli était basse et mortelle. Sortez de ma propriété et ne revenez pas, à moins que vous ne prévoyiez de faire votre vrai travail. Le shérif partit sans un autre mot, mais son message était clair. La loi ne les protégerait pas. La ville avait décidé qu'ils étaient coupables de quelque chose et la justice n'avait pas d'importance. Clara s'assit lourdement sur les marches du porche, les mains tremblantes. Ça ne fait qu'empirer. Oui, Eli s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent. Victoria a dû faire passer le mot, monter toute la ville contre nous pour que je n'aie d'autre choix que de vendre. Pourquoi te déteste-t-elle autant? Eli resta silencieux un long moment. Parce que j'ai choisi ma femme plutôt qu'elle. Victoria et moi étions...
Nous avions une entente quand nous étions plus jeunes. Son père approuvait, il voyait un moyen de combiner nos propriétés. Mais ensuite, j'ai rencontré Sarah et il laissa sa phrase en suspens. Victoria ne pardonne pas le rejet. Clara comprenait trop bien cela. Elle m'utilise pour te faire du mal, elle utilise tout ce qu'elle peut. Eli se tourna pour la regarder. Je suis désolé, Clara. Je t'ai entraîné dans ce pétrin. Si j'avais su ce qui allait arriver, tu aurais fait quoi? M'aurais-tu laissé mourir de faim dans cette pension? Serais-tu retourné mourir seul dans cette maison vide? Clara secoua la tête. On a dépassé le stade des excuses. Nous avons besoin de solutions. Comme quoi? Clara réfléchit intensément, retournant les possibilités. Et si on leur donnait ce qu'ils veulent? Eli fronça les sourcils. Tu veux que je vende à Victoria? Non. Je veux dire, et si on leur donnait la respectabilité dont ils prétendent se soucier? Le cœur de Clara battait la chamade alors que l'idée se formait. Et si nous nous marions? Les mots restèrent en suspens entre eux, choquants, impossibles et pourtant inévitables. Eli la fixa. Tu ne peux pas être sérieuse. Pourquoi pas? Tu dois garder ton ranch. J'ai besoin de protection contre le jugement de la ville. Le mariage résout les deux problèmes. Le mariage, c'est Clara, tu me connais à peine. Et moi? Il s'arrêta, visiblement en difficulté. Je ne peux pas te demander de te sacrifier comme ça. Tu ne me le demandes pas. Je te le propose. Clara se força à le regarder dans les yeux. Ce serait un arrangement commercial, rien de plus. Tu gardes ta terre. J'obtiens une légitimité. Nous arrêtons tous les deux d'être la cible préférée de la ville. Un mariage de convenance, dit lentement Eli. Exactement. Les gens le font tout le temps ici. Des arrangements pratiques qui profitent aux deux parties. Eli se leva et se dirigea vers le bord du porche, le dos tourné. Clara observa la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains agrippaient de la rampe. Ma femme, dit-il finalement, méritait mieux qu'un mariage de convenance. Elle méritait de l'amour, le partenariat et un homme qui la mettait en premier. Je lui ai manqué sur ce point. J'ai laissé ma fierté, mon isolement, mon refus de compromis la blesser. Je ne le ferai pas. Sa voix se brisa. Je ne ferai pas ça à une autre femme, pas même pour sauver ce ranch. Clara se leva et se plaça à côté de lui. Je ne suis pas ta femme, je ne demande pas l'amour, je demande la survie. Ce n'est pas assez. C'est plus que ce que j'avais il y a une semaine. Clara posa sa main sur son bras. Eli, écoute-moi. Je n'ai pas besoin de romance. Je n'ai pas besoin de passion. J'ai besoin de sécurité, de travail et d'un endroit où je ne suis pas constamment jugé parce que j'ai 28 ans et que je suis célibataire. Tu peux me donner ça. En retour, je peux t'aider à garder ce ranch. C'est pratique, c'est honnête. C'est mal, dit Eli. Mais sa voix manquait de conviction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mariage d'amour. Clara rit sans humour. Regarde autour de toi. La moitié des mariages ici sont des arrangements pratiques. Des veuves qui ont besoin d'aide avec les enfants, des femmes qui ont besoin de protection et de provision. C'est la réalité. Eli se tourna pour lui faire face. Et toi? Tu ne veux pas plus que la simple survie? Tu ne veux pas quelqu'un qui se soucie vraiment de toi? La question la frappa plus durement que prévu. Elle réfléchit à la réponse. Elle y réfléchit vraiment avant de parler. J'ai voulu ça une fois, dit-elle doucement. Quand j'étais plus jeune, quand je pensais que le monde fonctionnait différemment. Mais j'ai appris que vouloir et avoir sont deux choses différentes. Je me contenterai du respect et de l'honnêteté. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Eli scruta son visage et Clara le laissa regarder. Le laissa voir la vérité de ses mots. Une semaine, dit-il finalement. Victoria m'a donné une semaine. Si je dois faire ça, ça doit être fait correctement. Légalement, de manière contraignante. Pas de place pour qu'elle prétende à la fraude ou à la coercition. Alors, tu es d'accord? Je l'envisage. Les yeux d'Eli étaient sérieux. Mais si nous faisons ça, Clara, nous le faisons correctement. Je ne veux pas que les gens disent que je t'ai forcé ou trompé. Et je ne le ferai pas, il fit une pause. Je n'attendrai rien de toi au-delà de ce que nous avons convenu au préalable. Clara hocha la tête, comprenant ce qu'il ne disait pas. Chambre séparée, un partenariat commercial, rien de plus, à moins que nous ne décidions tous les deux autrement. Oui, un soulagement traversa son visage. Et si jamais tu veux partir, si jamais tu trouves quelque chose de mieux,
je ne te retiendrai pas. La même chose pour toi. Ils se tenaient là, sur le porche, deux personnes brisées, concluant un marché désespéré. Et Clara sentit quelque chose changer en elle. Pas de l'amour, c'était trop tôt pour ça, trop compliqué, mais quelque chose comme de l'espoir, comme la possibilité que peut-être, juste peut-être, la survie pourrait mener à quelque chose de plus. Il y a juste un problème, dit Eli. Quoi? Nous avons besoin d'un pasteur disposé à nous marier. Et je ne pense pas que le pasteur Williams sera pressé de nous aider après que Madame Hawkins lui aura parlé. L'espoir de Clara s'amenuisa. Il avait raison. Personne à Red Willow ne les marierait volontairement. Alors nous trouverons quelqu'un d'autre, dit-elle avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Il doit y avoir un pasteur dans une autre ville. Quelqu'un qui ne nous connaît pas ou qui ne se soucie pas des manigances de Victoria. La ville la plus proche est à 2 jours de route. Alors nous roulerons pendant 2 jours. Eli sourit, un vrai sourire qui adoucit tout son visage. Tu es têtu, tu sais. C'est ce qu'on m'a dit. Clara lui sourit en retour. Est-ce un oui à ce mariage, à cette lutte? Eli prit sa main bandée dans la sienne, faisant attention aux coupures. Oui, que Dieu nous vienne en aide à tous les deux, mais oui. Ils restèrent là alors que le soleil montait, deux personnes sur le point de lier leur vie pour toutes les mauvaises raisons, espérant que cela pourrait d'une manière ou d'une autre bien se terminer. Ils partirent avant l'aube, le chariot chargé de provisions pour un voyage de 2 jours. Clara portait sa plus belle robe, la même que celle avec laquelle elle était arrivée, maintenant nettoyée et raccommodée. Eli s'était rasé et avait mis des vêtements qui ne sentaient pas les chevaux et le foin. Ils ressemblaient à des gens qui allaient se faire la cour, pas à deux âmes désespérées, fuyant le jugement. « Tu es sûr de ça? » demanda Ellie alors qu'ils quittaient la propriété. Clara serra son châle contre le froid du matin. « Tu as des doutes? »« Absolument tous. » Il la regarda. « Mais je continue quand même. » La route s'étendait vide devant eux. Clara essaya de ne pas penser à ce qu'ils faisaient. Essaya de ne pas compter les façons dont cela pourrait mal tourner. Un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine. Un mariage pour la survie, pas pour l'amour. Un mariage qui la lierait à ce ranch, à cette ville, à cette vie. Mais quelle autre vie avait-elle? « Parle-moi de ta femme, dit-elle, après 1 heure de silence. Comment s'appelait-elle? Les mains d'Eli se crispèrent sur les rênes. Sarah. Sarah Thorne. Comment était-elle? Pourquoi veux-tu savoir? Parce que je suis sur le point de prendre sa place, dit Clara sans détour. Même si ce n'est que sur le papier, je devrais savoir qui elle était. Eli resta silencieux si longtemps que Clara pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il commença à parler, sa voix basse et rauque. Elle était gentille, trop gentille pour ce monde. Elle croyait que les gens étaient fondamentalement bons, que si on les traitait avec respect et compassion, ils le rendraient. Il rit amèrement. Red Willow lui a prouvé le contraire chaque jour, et elle a continué à essayer quand même. Elle semble forte. Elle était plus forte que moi sur les pointes qui comptaient. La mâchoire d'Ellie se contracta. Quand elle est tombée malade, elle m'a fait promettre quelque chose. Elle m'a fait jurer que je ne laisserais pas le chagrin me transformer en ermite, que je continuerais à vivre, à faire tourner le ranch, à continuer d'essayer. As-tu tenu cette promesse? Pas avant que tu n'arrives. Il la regarda vraiment. Tu me la rappelles parfois. Pas en apparence, mais dans l'entêtement. Le refus d'abandonner, même quand abandonner semble logique. Clara ne sut que répondre à cela, alors elle ne dit rien. Ils roulèrent de nouveau en silence, mais c'était différent maintenant. Moins comme 2 étrangers et plus comme 2 personnes partageant un poids trop lourd pour une seule. Ils atteignirent Pine Ridge en fin d'après-midi. Une ville 2 fois plus grande que Red Willow, mais encore assez petite pour que les étrangers attirent l'attention. Eli arrêta le chariot devant une église, un bâtiment en bois blanc avec une croix de travers sur le dessus. « Attends ici, dit-il en descendant. Clara le regarda s'approcher de l'église, le regarda frapper à la porte et parler à celui qui répondit. Ses épaules étaient tendues, sa posture défensive. Puis il revint, le visage sombre. « Non, demanda Clara. La femme du pasteur a répondu. Elle m'a jeté un regard et a dit que son mari ne célèbre pas de mariage pour quiconque n'a pas de lettre de recommandation de son pasteur d'origine. Eli remonta sur le chariot. Et comme le pasteur Williams préférerait mourir plutôt que de me recommander, il doit y avoir une autre église, un autre pasteur.
Il y a un prêtre catholique à l'autre bout de la ville, mais à moins que tu ne sois catholique, je serai tout ce qu'il faut pour nous marier, dit Clara fermement. Le prêtre était un vieil homme aux yeux bienveillants et à l'épais accent irlandais. Il écouta leur demande, les étudia attentivement, puis secoua la tête. Je ne peux pas marier ceux qui sont en dehors de la foi, dit-il doucement. Ce ne serait pas reconnu par l'Église. Mais serait-ce légal, insista Clara. Est-ce que ça tiendrait devant un tribunal? Le prêtre fronça les sourcils. Légalement peut-être, mais spirituellement. Nous avons juste besoin de légalement, interrompit Élie. S'il vous plaît, mon père, nous sommes désespérés. Le prêtre regarda entre eux, clairement tiraillé. Pourquoi cette urgence? Pourquoi ne pas attendre? Vous convertir correctement, faire les choses bien. Clara prit une décision, parce que je suis enceinte. Le mensonge sortit, lisse et convaincant. La tête d'Eli se tourna brusquement vers elle, le choc se lisant sur son visage. Mais Clara garda les yeux sur le prêtre. Nous voulions attendre, continua-t-elle, sa voix se brisant juste assez. Nous voulions faire les choses correctement. Mais maintenant, il n'y a plus de temps et ma réputation s'est déjà ruinée. S'il vous plaît, je veux juste que mon enfant ait un nom légitime. L'expression du prêtre s'adoucit. Mon enfant, si vous êtes enceinte, alors sûrement l'Église. L'Église ne m'a pas aidé quand je mourais de faim, dit Clara, laissant une véritable émotion colorer ses mots. L'Église ne m'a pas aidé quand j'ai été rejetée et seule. Cet homme l'a fait. Il m'a donné du travail, la sécurité et de la gentillesse. Et maintenant, je vous demande, en tant qu'homme de Dieu, de nous aider à faire ce qui est juste. Le prêtre resta silencieux un long moment, puis il soupira profondément. Je ne peux pas célébrer un mariage catholique, mais je peux signer un certificat civil si vous me l'apportez. Et je peux offrir ma bénédiction pour ce que ça vaut. Il regarda Eli. Il y a un juge de paix à 2 rues d'ici, Monsieur Henderson. Il mariera n'importe qui pour 5 $ et ne posera aucune question. Eli retrouva sa voix. Merci, mon père, vraiment. Ils quittèrent l'église et dès qu'ils furent hors de portée de voix, Eli attrapa le bras de Clara. Enceinte, siffla-t-il. À quoi tu pensais? Je pensais qu'il ne nous aiderait pas autrement. Clara se libéra. Préférerais-tu retourner au ranch et attendre que Victoria prenne tout? Tu as menti à un prêtre. J'ai menti sur des choses pires. Clara se mit à marcher vers l'endroit où le juge de paix était censé vivre. Et ça a marché, n'est-ce pas? Maintenant, nous savons où aller. Eli la rattrapa, son expression partagée entre l'admiration et l'horreur. Tu vas nous faire damner tous les deux. Nous sommes déjà damnés selon Red Willow. Autant le rendre officiel. Le juge Henderson s'avéra être un homme gras avec une haleine de whisky et des taches d'encre sur les doigts. Il écouta leur demande, demanda leur nom et tendit la main pour le paiement avant même qu'il n'ait fini d'expliquer. 5 $, dit-il, en espèces seulement, pas de crédit. Eli compta l'argent. Henderson l'empocha et sortit un certificat préimprimé. Les noms, demanda-t-il, le stylo en l'air. Eli Thorne, Clara Lane. Henderson écrivit lentement, son écriture à peine lisible. Les âges, 41, dit Eli, et 28. Clara attendit que Henderson réagisse à son âge, qu'il fasse un commentaire ou un jugement. Mais il continua simplement à écrire, indifférent à tout sauf au paiement. Mariage précédent? Un, décédé, dit doucement Ellie. Aucun, ajouta Clara. Les témoins. Henderson leva les yeux. Ils le fixèrent, décontenancés. Il vous faut 2 témoins pour que ce soit légal, dit Henderson avec impatience. Vous avez quelqu'un? Le cœur de Clara se serra. Ils avaient fait tout ce chemin, étaient si proches, et ils n'avaient pas de témoin. Je serai témoin. La voix venait du seuil. Une femme se tenait là, simple et d'âge moyen, avec de la farine sur son tablier. Mon mari aussi, si vous voulez. Martha, dit Henderson avec une irritation évidente. Ce ne sont pas tes affaires. Tu les maries dans mon salon, Homer. Ça en fait mes affaires. Martha sourit à Clara. Je vous ai entendu parler au père O'Brien. J'ai entendu ce que vous avez dit sur le fait d'être rejeté. Je sais ce que ça fait. Son mari apparut derrière elle, un homme mince aux yeux doux. Nous serons témoins, sans frais. Henderson grommela mais ne discuta pas. Il les plaça tous autour d'une petite table. Il fit se tenir Eli et Clara face à face et commença à lire une carte d'un ton monocorde et ennuyé. Vous, Eli Thorne, prenez-vous cette femme? Attendez, interrompit Clara.
Ses mains tremblaient. J'ai besoin... Pouvons-nous avoir un moment? Henderson soupira lourdement. La cérémonie a déjà commencé. Juste un moment, s'il vous plaît. Martha prit le bras de son mari. Nous allons sortir. Laissez-leur de l'intimité. Quand la pièce se vida, à l'exception du juge impatient, Clara se tourna vers Eli. Je veux que tu comprennes quelque chose avant qu'on fasse ça. Ce mariage, cet arrangement, je ne serai pas comme ta femme. Je n'essaierai pas de faire en sorte que tout le monde nous aime. Je ne vais pas me tuer à essayer de m'intégrer. Je sais, dit doucement Eli, et je ne serai pas une épouse parfaite. Je suis têtue, difficile, et je t'ai déjà menti plus d'une fois. Clara. Eli prit ses mains tremblantes dans les siennes. Je ne cherche pas la perfection. Je cherche l'honnêteté. Peux-tu me donner ça? Clara pensa à tous les mensonges qu'elle avait dits. Son âge, la grossesse, probablement une douzaine d'autres petites tromperies qu'elle avait justifiées par la survie. Pouvait-elle être honnête maintenant avec cet homme qui lui avait montré plus de gentillesse qu'elle n'en méritait? Je peux essayer, dit-elle finalement. Je ne peux pas promettre que je réussirai toujours, mais je peux essayer. C'est tout ce que je demande. Eli serra ses mains. Prête? Non, même pas proche, mais Clara hocha la tête quand même. Henderson rappela les témoins et se dépêcha de terminer la cérémonie comme s'il lisait une liste de courses. Les vœux étaient standards et impersonnels, rien à voir avec les promesses romantiques que Clara avait imaginées dans sa jeunesse. Je vous déclare maintenant mari et femme, psalmodia Henderson. Vous pouvez vous embrasser si vous voulez. Ça m'est égal. Eli regarda Clara, une question dans les yeux. Elle hocha légèrement la tête, donnant sa permission. Il se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser bref, chaste, plus comme sceller un contrat que célébrer un mariage. Mais Clara sentit quelque chose quand même. Un battement dans sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la passion et tout à voir avec le fait de choisir quelqu'un qui l'avait choisi en retour. Henderson leur tendit le certificat. Signez ici et ici. Les témoins ici. Ils signèrent tous. Martha serra Clara dans ses bras sans prévenir, chuchotant. Bonne chance, ma chérie. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Puis ce fut fait. Clara Lane était maintenant Clara Thorne. Mariée, liée, protégée par la loi, sinon par l'amour. Ils passèrent la nuit dans la seule pension de Pine Ridge, prenant des chambres séparées, malgré le sourcil levé du propriétaire. Eli paya pour les deux sans commentaire. Clara resta éveillée dans son lit étroit, tournant l'alliance à son doigt. Eli l'avait achetée chez un prêteur sur gage en allant chez Henderson, une simple bague en or qui lui allait étonnamment bien. Elle semblait lourde et étrangère, un rappel physique du choix qu'elle avait fait. On frappa à sa porte vers minuit. Clara. La voix d'Eli était étouffée. Tu es réveillée? Elle ouvrit la porte et le trouva debout dans le couloir, encore tout habillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Rien. Tout. Je ne sais pas. Il passa une main dans ses cheveux. Je voulais m'assurer que tu allais bien, que tu ne regrettes pas ça. Clara étudia son visage, vit l'inquiétude sincère, la crainte qu'il l'ait en quelque sorte trahi en acceptant ce mariage. Je ne le regrette pas, dit-elle honnêtement. Tu le regrettes, toi? Demande-moi encore quand Victoria l'apprendra. Il essaya de sourire, mais n'y parvint pas tout à fait. Nous retournons à une guerre, Clara. Tu le sais, n'est-ce pas? Ça ne résout pas tout. Ça pourrait même empirer les choses avant qu'elles ne s'améliorent. Je sais. Clara s'appuya contre le cadre de la porte, mais au moins, nous ne nous battons plus seuls. Quelque chose changea dans l'expression d'Eli. Du soulagement, peut-être, ou de la gratitude. Dors un peu. Nous partons à l'aube. Eli appela Clara alors qu'il se tournait pour partir. Merci d'avoir été jusqu'au bout, de m'avoir donné une chance. C'est toi qui m'en as donné une en premier, dit-il doucement. Maintenant, nous sommes quittes. Le trajet de retour au ranch prit plus de temps que l'aller. Le chariot heurtait chaque nid de poule, les muscles de Clara lui faisaient mal d'être assise si longtemps, et l'inquiétude la rongeait quant à ce qu'ils trouveraient en rentrant. Ils arrivèrent en fin d'après-midi et trouvèrent la maison intacte. Pas de fenêtres cassées, pas de foule en colère, juste un vide silencieux. Ce n'est pas bon signe, dit Eli en aidant Clara à descendre du chariot. Pourquoi pas? Parce que Victoria l'aurait appris maintenant, et son silence était plus dangereux que ses menaces. Ils avaient à peine fini de décharger qu'un cavalier apparut. Pas Victoria, mais Henry Hawkins,
l'air mal à l'aise et gêné. Monsieur Thorne appela Henry sans descendre de cheval. « Je dois vous parler. » Eli se plaça de manière protectrice devant Clara. « Dites ce que vous avez à dire. » Les yeux d'Henry se posèrent sur Clara, puis s'en détournèrent, la honte colorant son visage. « Ma mère m'a envoyé. Elle veut que vous sachiez que la présence de Mademoiselle Lane ici cause des problèmes. Elle demande une réunion de la ville pour discuter de ce qu'il faut faire à ce sujet. Dites à votre mère que Mademoiselle Lane est maintenant Madame Thorne, dit froidement Eli. Nous nous sommes mariés hier à Pine Ridge, légalement et en bonne et due forme. Donc, quel que soit son problème, elle peut en discuter avec ma femme. » La bouche d'Henry tomba. « Vous l'avez épousée. Est-ce un problème? » « Je sais. C'est juste que... » Henry avait l'air vraiment affligé. « Mère elle dira que c'est une fraude, que vous l'avez faite pour la contrarier, pour la ridiculiser. Je l'ai faite parce que Clara et moi avons décidé que nous nous convenions. » La voix d'Eli était dure. « Ce que votre mère pense ne me concerne pas. Maintenant, quittez ma propriété avant que je ne vous y oblige. » Henry s'enfuit et Clara le regarda partir avec des sentiments mitigés. Il avait semblé presque désolé, presque humain, mais pas assez humain pour tenir tête à sa mère. « C'était plus facile que je ne le pensais, » dit Clara. « C'était la partie facile. » Eli regarda vers la ville. « Maintenant vient la partie difficile. » La partie difficile arriva le lendemain matin sous la forme de Victoria, flanquée de son père et du shérif Palmer. Ils arrivèrent à la maison comme une délégation de guerre. Eli Thorne appela le père de Victoria. C'était un homme plus âgé, aux cheveux argentés et aux yeux durs. « Nous devons discuter de vos récentes activités. » Eli sortit sur le porche, Clara à ses côtés. « Monsieur Harrison, que puis-je faire pour vous? » Le regard de Harrison balaya Clara avec un mépris ouvert. « Vous pouvez commencer par expliquer cette farce de mariage dont j'ai entendu parler. Ce n'est pas une farce, c'est légal et contraignant. » Eli sortit le certificat de mariage, maintenant plié et usé d'avoir été transporté dans sa poche, signé par le juge Henderson, avec témoins enregistrés. « Ma femme et moi sommes légalement mariés. »« Votre femme? » Victoria cracha le mot comme du poison. « Vous voulez dire cette femme que vous connaissez depuis quoi, une semaine? Cette menteuse qui a essayé de piéger ma fiancée? Je n'ai jamais été votre fiancée. » La voix d'Henry venait de derrière eux. Clara se tourna pour le voir descendre de son cheval. Son visage était empreint d'une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Et vous ne pouvez pas la traiter de menteuse quand vous savez très bien pourquoi je ne l'ai pas épousée. » Ça n'avait rien à voir avec son âge. Le visage de Victoria devint blanc. « Henry, tais-toi. » « Non. » Henry passa devant son ancienne presque fiancée pour se tenir près de Clara et Eli. « J'en ai assez de faire semblant. Assez de laisser mère, vous et tout le monde décider de ma vie. » Il regarda sa mère, qui était assise, rigide, sur son cheval. « Je ne voulais pas épouser Clara. Je ne veux épouser personne. Je n'ai jamais voulu. Et au lieu d'être honnête à ce sujet, je vous ai laissé l'humilier publiquement pour couvrir ma propre lâcheté. » Madame Hawkins émit un son étranglé. « Henry, tu ne sais pas ce que tu dis. »« Je sais exactement ce que je dis. » Henry se tourna vers Clara. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé à la gare, pour avoir laissé les gens vous traiter de cette façon. Vous ne le méritiez pas. » La gorge de Clara se serra. « Merci. »« C'est touchant, » interrompit Harrison, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Mais ça ne change rien au fait. Thorne doit de l'argent. Thorne ne peut pas payer. Thorne doit vendre. Je peux payer. » Eli brandit les reçus. « J'ai la preuve de chaque paiement que j'ai fait ces 3 dernières années. Les reçus peuvent être falsifiés. »« Les dossiers bancaires aussi, » dit Clara, sa voix sonnant claire. « Surtout quand le propriétaire de la banque veut quelque chose avec acharnement. » Les yeux de Harrison se rétrécirent dangereusement. « Faites attention à ce dont vous m'accusez, jeune fille. Je ne suis pas une jeune fille. Je suis Madame Thorne. Et je n'accuse pas, j'énonce des faits. » Clara se plaça à côté d'Eli. « Vous voulez cette terre. Votre fille veut se venger. Vous êtes tous les deux prêts à mentir et à tricher pour obtenir ce que vous voulez. Mais nous n'abandonnerons pas sans nous battre. »« Un combat? » Victoria rit. « Quel combat pouvez-vous mener? Vous n'avez pas d'argent, pas d'influence, pas d'alliés. Vous n'êtes rien. Nous avons l'un l'autre, » dit doucement Eli. « Et nous avons la vérité. C'est plus que ce que vous avez. » L'expression de Harrison devint laide.
Shérif, je veux que ces deux-là fassent l'objet d'une enquête pour fraude, faux mariage, vol possible de fonds bancaires. Sur quelle preuve? Interrompit à nouveau Henry. Tout le monde se tourna pour le regarder. Vous ne pouvez pas simplement accuser les gens sans preuve. Et j'étais là quand M. Thorne a présenté ses reçus de paiement. Il me semblait légitime. Vous, balbutia Harrison, vous n'êtes pas qualifié pour... Ma famille fait des affaires avec votre banque, dit Henry, depuis 20 ans. Et si je dis à ma mère que vous falsifiez des dossiers pour voler une propriété, elle retirera chaque centime que nous avons. Et ensuite, elle dira à toutes les autres familles de Red Willow de faire de même. La menace flotta dans l'air, choquante et puissante. Victoria regarda Henry comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Tu n'oserais pas, souffla-t-elle, et c'est moi. » La voix d'Henry était stable. « J'ai été un lâche toute ma vie. Il est peut-être temps que j'arrête. » Le visage de Harrison passa par plusieurs couleurs avant de se fixer sur un rouge de rage. « Ce n'est pas fini, Thorne. Loin de là. » Ils s'éloignèrent, Victoria jetant un dernier regard venimeux à Clara. Dès qu'ils furent partis, Henry s'affaissa contre la rampe du porche. « Je crois que je vais être malade, » marmonna-t-il. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Clara. « Nous défendre. » Henry la regarda avec une sorte d'émerveillement dans les yeux. « Parce que te voir te battre m'a donné le courage de faire de même. Et parce que, il déglutit difficilement, parce que tu as raison. Tu ne méritais pas ce qui s'est passé. Rien de tout ça. » Eli tendit la main. « Merci, Henry. » Henry la serra, puis remonta sur son cheval. « Je devrais y aller. Mère aura des questions. Beaucoup de questions. » Alors qu'il s'éloignait, Clara se tourna vers Eli. « Est-ce que ça vient vraiment de se passer? » « Je pense que oui. » Eli la serra contre lui, son bras autour de ses épaules. « Je pense que nous venons de trouver un allié. Et je pense que Victoria Harrison vient de découvrir qu'elle n'est pas aussi puissante qu'elle le pensait. » Clara se blottit dans sa chaleur, se laissant savourer cette petite victoire. Mais même en le faisant, elle savait que ce n'était pas fini. Victoria se regrouperait. Harrison trouverait un autre angle. La ville continuerait de juger. Mais pour la première fois depuis son arrivée à Red Willow, Clara sentit que peut-être, juste peut-être, elle et Eli pourraient gagner. La victoire dura exactement 3 jours. Le 4e matin, Clara se réveilla à l'odeur de la fumée. Elle courut dehors en chemise de nuit et trouva Eli déjà à la grange, battant les flammes qui léchaient le stockage de foin. Ensemble, ils combattirent le feu jusqu'à ce que leurs mains soient couvertes d'ampoules et leurs visages striés de cendres. Ils réussirent à sauver la structure, mais perdirent la moitié de leur fourrage d'hiver. « C'était délibéré, » dit Ellie, examinant la trace de brûlure. « Quelqu'un a mis le feu. » L'estomac de Clara se retourna. Victoria, ou quelqu'un qu'elle a payé. Eli donna un coup de pied dans le bois carbonisé. « Elle n'arrêtera pas, Clara. Pas tant que nous ne serons pas partis, ou elle. » Ils le signalèrent au shérif, qui prit des notes avec une réticence évidente et promit d'enquêter avec encore moins de conviction. Aucun témoin ne se manifesta. Aucune preuve ne fut trouvée. La ville haussa simplement les épaules et chuchota que les Thorne avaient peut-être été négligents, qu'ils avaient peut-être cherché les ennuis. 2 jours plus tard, leur puits fut empoisonné. Quelque chose de mort, jeté assez profondément pour que l'eau devienne nauséabonde et imbuvable. Eli dut parcourir 5 miles à cheval pour ramener de l'eau propre, tandis que Clara faisait tout bouillir 2 fois et priait pour qu'ils ne tombent pas malades. « On pourrait partir, dit-elle ce soir-là, alors qu'ils étaient assis, épuisés, à la table de la cuisine. Recommencer ailleurs, là où ils ne nous connaissent pas, et la laisser gagner. La mâchoire d'Ellie était dure, la laisser prendre tout ce que ma femme et moi avons construit ici. Ta femme est morte, Ellie. » Les mots sortirent plus durs que Clara ne l'avait prévu. Et nous pourrions l'être aussi si ça continue. Eli tressaillit. « Tu veux fuir? Je veux que nous survivions. » La voix de Clara se brisa. « Je veux arrêter de me battre chaque jour juste pour exister. Est-ce que si mal? » « Non. » Eli tendit la main sur la table, prenant de la sienne. « Ce n'est pas mal. C'est intelligent. Mais je... » Il s'arrêta, luttant. « Je ne peux pas la laisser ici. Sarah est enterrée sur cette terre. Si je pars, si je vends à Victoria, c'est comme dire que rien de tout ça n'a compté. Comme si la souffrance et la mort de Sarah ne signifiaient rien. » Clara comprit. Alors ce n'était pas à propos du ranch, c'était à propos du deuil, de la culpabilité,
d'un homme qui ne pouvait pas se pardonner d'avoir survécu alors que sa femme ne l'avait pas fait. Sarah ne voudrait pas que tu meures pour sa mémoire, dit doucement Clara. Comment saurais-tu ce qu'elle voulait? Parce que je sais ce que c'est d'être désespéré, seul et d'essayer si fort de plaire à des gens qui ne t'accepteront jamais. Clara serra sa main, et je sais que ce genre de femme ne voudrait pas que son mari sacrifie sa vie ou la vie de sa nouvelle femme pour de la fierté. Eli retira sa main. Ce n'est pas de la fierté. Alors qu'est-ce que c'est? C'est, il se leva brusquement, faisant les 100 pas. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Cette maison, cette terre, la vie que nous étions censés construire ensemble. Si j'abandonne, je n'ai rien. Tu m'aimes moi, dit doucement Clara. Ellie arrêta de faire les 100 pas, la fixa. Quoi, tu m'aimes moi? Clara se leva, lui faisant face. Je sais que ça a commencé comme un arrangement commercial. Je sais que nous nous sommes mariés pour des raisons pratiques. Mais quelque part en chemin, j'ai commencé à me soucier de toi, Eli Thorne. Et je pense, j'espère, que tu as commencé à te soucier de moi aussi. Le silence s'étira entre eux, lourd de vérités non dites. Je me soucie de toi, dit finalement Eli, sa voix rauque. Plus que je ne l'aurais cru possible, plus que je n'en ai le droit après si peu de temps. Mais c'est pour ça que je ne peux pas te demander de continuer ce combat. Tu mérites mieux que la peur et le danger constant. Je mérite de choisir pour moi-même. Clara s'approcha de lui, et je choisis de rester. Pas à cause du ranch ou parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce que je te choisis, toi. Les yeux d'Eli scrutèrent dans son visage. Clara. La porte s'ouvrit brusquement. Henry Hawkins se tenait là, le souffle court, le visage pâle. Ils arrivent, allaiта-t-il. Victoria, ma mère, la moitié de la ville. Ils arrivent maintenant avec le shérif et un document légal. Vous devez partir maintenant. Quel genre de document? Exigea Ellie. Je ne sais pas. J'ai juste entendu mère parler de se débarrasser enfin de vous deux. Henry avait l'air terrifié. S'il vous plaît, fuyez. J'essaierai de les retarder, mais... Non. La voix d'Eli était calme. Plus de fuite. S'ils veulent ce ranch, ils devront le prendre de mes mains froides et mortes. Clara attrapa son bras. Ne sois pas stupide. Nous ne pouvons pas combattre toute la ville, alors je mourrai en essayant. Eli se libéra, se dirigeant vers le fusil au-dessus de la cheminée. Arrête! Clara se plaça entre lui et l'arme. Arrête, c'est tout. Réfléchis une seconde. Si tu tires sur quelqu'un, n'importe qui, il gagne. Tu vas en prison, je te perds, et Victoria obtient le ranch de toute façon. C'est ce que tu veux? Les mains d'Eli tremblaient. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Nous les affrontons ensemble, dit Clara, sans armes, sans violence. Juste la vérité, la loi et le peu de décence que cette ville pourrait encore avoir. Des bruits de sabots se firent entendre à l'extérieur, nombreux, se rapprochant. Henry recula vers la porte. Je suis désolé. J'ai essayé de vous prévenir plus tôt, mais... Va-t'en, dit Ali, ne les laisse pas. Te voir ici, tu en as assez fait. Henry s'enfuit juste au moment où les cavaliers arrivaient. Victoria les menait, le visage triomphant. Derrière elle venaient Madame Hawkins, Miller, le shérif Palmer et au moins une douzaine d'autres habitants. Harrison fermait la marche, tenant un document roulé comme une arme. Eli Thorne, appela le shérif. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Le sang de Clara se glaça. Pour quelle accusation? Fraude. Fraude bancaire, fraude au mariage et vol. Le shérif avait l'air mal à l'aise mais déterminé. Monsieur Harrison a présenté des preuves que vous avez falsifié des reçus de paiement et contracté un faux mariage pour éviter le recouvrement de dettes. C'est un mensonge, dit Eli. Chaque mot. Alors vous aurez votre chance de le prouver au tribunal. Le shérif descendit de cheval. En attendant, je vous emmène. Et moi? Clara s'avança. Vous m'arrêtez aussi. Vous n'êtes qu'une victime de ces manigances, madame. La voix de Victoria était faussement sympathique. Personne ne vous reproche d'avoir été dupé par un homme désespéré. Je ne suis pas une victime. Je suis sa femme. Et si vous l'arrêtez, vous m'arrêtez aussi. Le shérif hésita. Madame, je ne pense pas... Elle a raison. Une nouvelle voix se fit entendre. Tout le monde se tourna pour voir le père O'Brien arriver, son col de prêtre brillant au soleil. Si vous arrêtez Monsieur Thorne pour fraude dans son mariage, alors Madame Thorne est également complice. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Qu'est-ce que vous faites ici, mon père?
Le sang-froid de Victoria se fissura légèrement. Je suis ici parce que le jeune Henry Hawkins est venu me voir en confession, profondément troublé par ce qu'il avait entendu. Le prêtre descendit lentement de cheval, et bien que je ne puisse pas briser le secret de la confession, je peux dire que j'ai été témoin de quelque chose dans mon Église qui a un rapport direct avec cette affaire. Harrison s'avança. Vos sonnettes catholiques n'ont aucune pertinence ici, vieil homme. Peut-être pas, mais la loi, si. Le père O'Brien sortit un papier de son manteau. Ceci est une déclaration sous serment attestant que j'ai personnellement vu Clara Lane, maintenant Clara Thorne, visiter mon église pour se marier et qu'elle a prétendu être enceinte. Que cette affirmation soit vraie ou fausse n'est pas la question. Le fait est qu'elle a cherché à se marier de bonne foi, avec des témoins, et a obtenu une certification légale du juge Henderson. Un juge de paix qu'elle a probablement soudoyé, cracha Victoria. Vraiment? Une autre voix se joignit à eux. Martha Henderson s'avança de la foule, son mari à ses côtés. Parce que nous avons été témoins de ce mariage, nous aussi, et nous n'avons pas touché un centime. Nous l'avons fait parce que nous croyons qu'ils étaient sincères. Ces gens ne sont personne, ricana Harrison. Leur parole ne vaut rien, alors peut-être que la mienne si. L'orateur était un homme âgé que Clara n'avait jamais vu, bien habillé et dégageant une aura d'autorité. Je suis le juge Morrison du tribunal territorial, et j'examine cette affaire depuis que M. Henry Hawkins l'a portée à mon attention il y a 2 jours. Le visage de Victoria devint blanc. Henry a fait quoi? Votre ancien fiancé, Mademoiselle Harrison, est venu me voir avec des préoccupations concernant des irrégularités dans la tenue des registres bancaires. Le juge sortit un dossier. J'ai examiné les documents de prêt originaux, les reçus de paiement fournis par M. Thorne et les registres internes de la banque. Et j'ai trouvé des divergences significatives. Harrison s'avança, sa confiance vacillant. C'est impossible. Mes registres sont parfaits. Vos registres ne montrent aucun paiement reçu pendant 3 mois. Les reçus de M. Thorne montrent des paiements effectués et acceptés pendant cette même période, avec les signatures de votre employé de banque, un certain M. Jameson, je crois. Le juge regarda Harrison froidement. Voudriez-vous expliquer comment les deux peuvent être vrais? L'employé a fait des erreurs. L'employé est prêt à témoigner que vous lui avez ordonné de falsifier des registres. La voix du juge était dure, et que vous lui avez promis une part de la propriété une fois qu'elle serait saisie. La foule éclata en chuchotements. Le visage de Harrison passa du blanc au rouge puis au violet. De plus, continua le juge, j'ai examiné le certificat de mariage. Il est légal et contraignant. Aucune fraude n'a été commise. Et à moins que vous n'ayez de véritables preuves au-delà de vos propres registres bancaires trafiqués, shérif, je vous suggère de ranger ces menottes. Le shérif regarda Harrison, qui ne pouvait pas soutenir son regard. Il regarda le juge, qui le fixa avec une désapprobation évidente. Puis il baissa les menottes. « Je crois qu'il y a eu un malentendu, » marmonna le shérif. « Je crois qu'il y a eu un crime, » corrigea le juge. La question est de savoir si M. Harrison veut faire face à des accusations de fraude et de tentative de vol, ou s'il préférerait tranquillement retirer sa revendication sur cette propriété et disparaître avant que je ne fasse venir les marshals fédéraux. La bouche de Harrison s'agita sans un son. Victoria attrapa son bras. « Père, faites quelque chose. »« Il n'y a rien à faire, Victoria. Nous avons perdu. » La voix de Harrison était vaincue. « C'est fini. » « Non. » Victoria se tourna vers Clara. « C'est de votre faute. Tout ça. Vous êtes venu ici et vous avez tout gâché. Je suis venu ici désespéré et seul, dit clairement Clara, sa voix portant à travers la foule rassemblée. J'ai fait des erreurs. J'ai menti sur mon âge parce que j'avais peur de mourir de faim. Mais je n'ai jamais essayé de voler quoi que ce soit à qui que ce soit. Je voulais juste une chance de travailler, de survivre, de trouver peut-être quelque chose comme la paix. Elle se tourna pour faire face à toute la ville, ces gens qui l'avaient jugée, menacée, qui avaient essayé de la détruire. Vous avez tous décidé que je ne valais rien dès que Mme Hawkins l'a dit. Vous avez décidé que j'étais immoral parce que je vivais au ranch d'Eli. Vous avez décidé que mon mariage était une fraude parce qu'il ne correspondait pas à votre vision étroite des choses. Sa voix tremblait, mais restait forte. Mais vous vous êtes trompé sur moi, sur Eli, sur ce que nous avons construit ici. Elle a raison, dit soudain Mme Hawkins. Tout le monde la regarda.
Que Dieu me pardonne, mais elle a raison. J'ai utilisé le désespoir de cette fille pour l'humilier publiquement, pour sauver ma propre fierté, pour couvrir les secrets de mon fils. Et au lieu de m'arrêter, vous vous êtes tous joints à moi. Nous devrions avoir honte. Mère, commença Victoria. Assez, Victoria, assez. Madame Hawkins regarda Clara avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Je suis désolé, Madame Thorne, pour ce que j'ai fait à la gare, pour avoir monté cette ville contre vous. Vous méritiez de mieux. La gorge de Clara se serra. Merci. La foule commença à se disperser, certains honteux, d'autres en colère, d'autres simplement confus. Harrison et Victoria partirent sans un autre mot, leur plan anéanti. Le shérif marmonna des excuses et s'éloigna. Bientôt, seul le juge, le père O'Brien, les Henderson et Henry restèrent. Je devrais expliquer, dit Henry, l'air embarrassé. Après avoir tenu tête à Victoria, je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous aviez dit sur le fait de se battre. Alors, je suis allé à la banque et j'ai peut-être pénétré par effraction dans le bureau de son père et trouvé les registres falsifiés. C'était incroyablement stupide, dit Eli. Et incroyablement courageux, ajouta Clara. Merci, Henry. Henry baissa la tête. Je vous devais ça à tous les deux. Il jeta un coup d'œil au juge. Et le juge Morrison est mon oncle du côté de mon père, donc ça a aidé. Le juge sourit légèrement. Les liens du sang sont plus forts que l'eau, et la corruption m'offense, peu importe qui la commet. Il toucha son chapeau à Ellie et Clara. Votre ranch est à vous, monsieur et madame Thorne, libre et sans charge. Harrison ne vous dérangera plus. Après que tout le monde soit parti, Eli et Clara restèrent seuls dans la cour. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la terre qui était enfin vraiment la leur. On l'a fait, murmura Clara. On l'a vraiment fait. C'est toi qui l'as fait. Eli se tourna vers elle. Si tu ne t'étais pas levé dans ce magasin, si tu n'avais pas eu le courage de te battre, rien de tout ça ne serait arrivé. Henry n'aurait pas trouvé son courage. Le juge ne se serait pas impliqué. Nous aurions tout perdu. Nous l'avons fait ensemble, corrigea Clara. C'est ce qui compte. Eli prit ses mains, ses doigts calleux chauds contre les siennes. Clara, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des semaines. Son cœur se mit à battre la chamade. Quoi? Ce mariage, ça a commencé comme un arrangement pratique, un accord commercial pour sauver le ranch. Il se rapprocha. Mais quelque part entre les fenêtres cassées et le puits empoisonné, entre ton entêtement et ton courage, je suis tombé amoureux de toi. Le souffle de Clara se coupa. Ellie, je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu n'as pas signé pour ça, mais je ne peux plus prétendre que ce n'est qu'un arrangement. Ses yeux étaient intenses, vulnérables. Je t'aime, Clara Thorne. J'aime ta force, ton refus d'abandonner, la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. Et je sais que je ne te mérite pas, mais... Clara l'embrassa, coupa son autodépréciation avec ses lèvres sur les siennes, ses bras autour de son cou, tout son corps pressé contre le sien. Ce n'était pas le baiser chaste de leur mariage. C'était réel, désespéré, plein de tout ce qu'ils avaient survécu ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Eli toucha son visage avec émerveillement. « Est-ce que ça veut dire... Ça veut dire que je t'aime aussi, espèce d'imbécile têtu. » Clara rit à travers ses larmes. « Je crois que j'ai commencé à t'aimer au moment où tu m'as offert du travail sans rien demander en retour. Je ne le savais juste pas encore. » Eli la serra de nouveau contre lui, la tenant comme si elle pouvait disparaître. « Sois à moi, murmura-t-il contre ses cheveux, pas à cause d'un document légal ou d'un arrangement commercial. Sois à moi parce que tu le choisis, parce que tu veux ça autant que moi. Je suis déjà à toi, dit Clara, et tu es à moi. C'est ça le mariage. Le vrai, pas le pratique. Se choisir chaque jour, quoi qu'il arrive. » Ils restèrent là alors que le soleil se couchait. Deux personnes qui avaient été rejetées et seules, qui s'étaient trouvées dans le désespoir et avaient découvert l'amour dans la survie. Le ranch s'étendait autour d'eux, non plus seulement une propriété, mais un foyer. Leur foyer construit sur l'honnêteté, le courage et le refus de laisser la cruauté du monde gagner. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » demanda Clara. « On vit, dit simplement Eli. On travaille cet été. On construit quelque chose de réel.
On prouve que l'amour né de l'épreuve peut être aussi fort que n'importe quel autre. Plus fort, corrigea Clara, parce qu'on sait ce que ça coûte. Eli l'embrassa de nouveau, un baiser lent, doux et plein de promesses. Et pour la première fois depuis son arrivée à Red Willow, Clara sentit qu'elle était enfin rentrée chez elle. Pas dans un lieu, mais auprès d'une personne qui la voyait, la choisissait et l'aimait exactement comme elle était. 6 mois plus tard, ils se tenaient dans la même cour. Mais tout avait changé. La grange avait été reconstruite, le puits nettoyé et béni par le père O'Brien. De nouvelles poules picoraient dans la cour et le ventre de Clara commençait juste à s'arrondir avec un enfant qui était réel, pas inventé pour un prêtre désespéré. Henry leur rendait visite régulièrement, ayant finalement quitté la maison de sa mère pour s'installer en ville. Madame Hawkins s'était adoucie, envoyant occasionnellement des pâtisseries en guise d'offrande de paix. La ville ne les a jamais complètement acceptées, mais l'hostilité ouverte s'était estompée pour laisser place à une acceptation à contre-cœur. Victoria et son père avaient quitté Red Willow, leur réputation détruite par le scandale de la fraude. La banque avait été reprise par des administrateurs territoriaux et les gains mal acquis de Harrison étaient restitués à ceux qui l'avaient trompé. Clara était à la cuisinière, préparant le dîner, tandis qu'Eli rentrait du bois de chauffage. La domesticité de la scène la faisait encore parfois s'émerveiller. Elle était venue ici en attendant rien d'autre que le travail et la survie. Elle avait trouvé un partenaire, un amour, une vie qui valait la peine d'être vécue. « À quoi tu penses ?» demanda Eli, l'enlaçant par derrière, ses mains se posant sur son ventre grandissant. « Au chemin que nous avons parcouru, » dit Clara. « À quel point tout est différent de ce jour à la gare. Des regrets? Pas un seul. » Elle se tourna dans ses bras. « Être rejetée a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a mené ici, à toi, à ça. » Et Eli lui embrassa le front. « J'ai été rejetée aussi, tu sais. Par toute cette ville, par Victoria, par tout le monde sauf toi. Alors nous sommes deux rejets qui ont trouvé exactement ce dont ils avaient besoin. » Clara sourit. Un amour qui ne nous demande pas d'être autre chose qu'honnête. Ils dînèrent ensemble, parlant des plans pour les semences de printemps, des noms pour le bébé, de la vie qu'ils construisaient sur les cendres de tout ce qu'ils avaient perdu. Et quand ils allèrent se coucher cette nuit-là, ce fut dans la même chambre, dans le même lit, en tant que mari et femme dans tous les sens du terme. Clara s'endormit dans les bras d'Eli, écoutant son cœur battre, se sentant plus en sécurité et plus aimée qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle avait été rejetée, seule, désespérée et effrayée. Mais les mots de ce cow-boy, « sois à moi », avaient tout changé. Ils s'étaient choisis, s'étaient battus l'un pour l'autre et avaient construit quelque chose que nulle quantité de jugement ou de cruauté ne pourrait détruire. C'était le véritable amour, forgé dans le feu et renforcé par la survie.